Messieurs, dames, bonsoir et merci. Merci d'être branchés sur vos écrans pour suivre votre émission Les Échos politiques. Cette fois-ci, nous faisons le spécial. Alors, nous avons un seul invité, certainement que vous devez le connaître parce que c'est la deuxième fois que nous sommes avec lui. Nous le recevons dans le cadre de notre émission. Il s'agit d'Emmanuel Omadjela. Et je rappelle ici que c'est au cadre du MLP. Il est le représentant de son parti à l'Union européenne. Il est également le porte-parole de la dynamique Tshisekedi président qui s'organise aujourd'hui pour faire passer Etienne Tshisekedi comme président de la République après les élections. Alors, certainement, vous vous posez aussi la question de savoir sur quoi nous échangeons aujourd'hui. Franchement, je vous dis, nous avons 3 thèmes essentiels que nous devions estimer. Le premier, c'est un rapport avec la relance économique en République démocratique du Congo. Et le deuxième thème, c'est l'emploi en République démocratique du Congo. Et finalement, nous allons parler des élections parce qu'il est, n'est-ce pas, homme politique et parce qu'il représente la dynamique au niveau de l'Europe. Alors, monsieur Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. J'estime cette fois-ci, parce qu'aujourd'hui c'est la deuxième fois que vous passez sur notre plateau, cette fois-là c'était Ecopole, mais aujourd'hui nous sommes sur spécial Ecopole. La fois c'était dans un débat contradictoire avec les amis. Aujourd'hui nous sommes seuls, nous allons échanger sur les actualités n'est-ce pas, du pays. Alors, parlez-moi un peu de la dynamique, parce que vous représentez la grande dynamique, n'est-ce pas, qui est de l'opposition bien entendu, au sein de laquelle il y a plusieurs partis politiques qui se sont mobilisés, qui se sont déterminés pour faire passer Etienne Tshisekedi comme président de la République. Comment s'organise la dynamique finalement, surtout en Europe? Merci une fois de plus, parce que bon, là, je suis très content que vous m'ayez invité à l'espace de 2 semaines par 2 fois. C'est la 2e fois que je suis à votre plateau. Je pense que c'est un honneur à la fois pour moi, comme également pour la dynamique, et surtout pour mon parti, le MLP, donc le mouvement lumumbiste progressiste, qui dirige notre ami, les camarades de Franck Diongo. Avant de parler de la dynamique, parce que pour entrer à la dynamique, il faut d'abord faire partie d'un parti politique. Et mon parti politique s'appelle le MLP, donc le mouvement lumumbiste progressiste. Et c'est un parti organisé aujourd'hui? Oui, c'est un parti qui est organisé, d'abord qui est ici au niveau national. Je crois que Franck Diongo, c'est un combattant, c'est un patriote qui est connu dans ce pays, qui est partout, qui lutte pour que, qui est dans le groupe, donc qui lutte pour que dans ce pays, il y ait l'instauration de la démocratie. Et c'est dans ce cadre-là que l'MLP a une représentation en Europe. Cette représentation est dirigée par moi, Emmanuel Omadjela, qui est à votre plateau aujourd'hui. Donc je suis le représentant. Évidemment, le parti est bien implanté, donc en Belgique, en Luxembourg, en Allemagne et consorts, comme je l'ai dit l'autre fois. Mais il se fait que à l'approche des élections, il y a des stratégies politiques que les différents partis politiques doivent monter. Et ici au pays, vous savez qu'il est né un regroupement politique, qui aujourd'hui a une vingtaine d'associations politiques, donc de partis politiques, qui sont autour de cette dynamique qui s'appelle la DTP, Dynamique Tshisekedi Président de la République. Donc pour ce regroupement politique, nous pensons que Tshisekedi est l'homme valable, le candidat valable, l'homme qui lui faut à cette place-là, pour représenter le pays. Parce que là nous sommes en République démocratique du Congo. Mais à l'étranger, parce que j'arrive à votre question. À l'étranger, comment on peut organiser? Est-ce comme je l'ai dit l'autre fois, que c'est le prolongement de la dynamique ici qui est en Europe. Les partis qui sont autour de la dynamique ici au Congo sont également, et qui ont des représentations en Belgique, et précisément au sein de l'Union européenne, ce sont ces partis-là qui se regroupent autour de la dynamique d'art Europe, donc Union européenne. C'est dans ce cadre-là que la ligne fonctionne, avec l'ESID par exemple, aujourd'hui nous sommes aussi avec nos amis de l'UDPS. Pourtant, partant, l'UDPS ne faisait pas partie de la dynamique, donc l'UDPS est aussi notre allié, parce que nous avons élargi ce cercle. Au-delà des partis qui sont ici au niveau national, vous avez aussi des associations politiques. Alors, nous avons réfléchi en se disant, mais comment faut-il élargir cette assiette, avoir plus de nombre, parce que c'est un combat. L'élection présidentielle c'est un enjeu important pour nous. Et cette fois-ci, parce qu'on tient à ce que le pays, on change ce pays, nous tenons à ce qu'il y ait le changement, dans nous puissions incarner ces changements. Il faut un dynamisme autour de cela et que tout le monde puisse mettre ses mains dans le pâte. C'est pour ça que nous avons, en Europe, lorsqu'on se réunit, on l'appelle désormais la synergie de forces et de changements. Partis politiques de la dynamique, associations et autres, nous retrouvons ensemble pour discuter. Mais finalement,
fois passée, nous avions échangé sur ce point, le point que je vais évoquer maintenant. Vous êtes en Europe, vous n'avez pas pris l'enrôlement ici. Quel impact, même si vous vous organisez là-bas, même si vous vous réunissez? Oui, mais je crois que ceux qui ont voulu exclure une frange de la population, donc de peuple, des gens qui pourtant, bon, je ne dis pas parce que bon, ils sont super, pas possible, mais au moins qui contribuent à la hauteur de chiffres 7 fois le frein de la coopération internationale. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont des chiffres que les organisations internationales relèvent. Mais ils ont exclu cette frange de la population, créé toute la frustration que vous connaissez aujourd'hui en Europe, avec des revendications qui sont tout à fait normales, parce qu'en fait, dites-vous, il y a ce qu'on appelle le réflexe de l'autodéfense. Des gens qui sont ces Congolais qui vivent à l'étranger, qui sont créateurs, porteurs de projets de création d'emplois dans ce pays, qui soutiennent des familles nombreuses d'ailleurs ici, qui déversent des millions d'argent plus que le tourisme. Vous savez que notre pays, à cause de la guerre, le tourisme ne savent pas rentrer, mais les Congolais, les autochtones congolais comme nous qui sommes là, nous venons, nous bravons ce soi-disant, en fait, la sécurité qu'il y a dans ce pays pour venir, simplement parce que nous aimons notre pays. Mais voilà, ces Congolais ont été exclus, ce qui crée la frustration avec toutes les conséquences qu'il y a. Mais malgré cela, nous organisons, nous sommes mobilisés. Parce qu'attendez, en fait, l'élection présidentielle n'est pas seulement mettre le papier dans l'urne. Il y a également le soutien qu'il faut apporter, le soutien à la fois financier, le soutien à la fois moral, le soutien à la fois politique et aussi le lobby. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une élection présidentielle au niveau international, nous devons y être présents. C'est pour ça que nous nous battons aussi en Europe tout le temps et nous sommes là, des conférences, des émissions, des débats pour que finalement nous puissions... On va revenir sur la question des élections, mais je voudrais rappeler ici, peut-être j'ai manqué à l'introduction, vous êtes enseignant, n'est-ce pas, dans plusieurs écoles universitaires, en Belgique précisément. C'est longtemps pour dire que vous avez quitté le pays, vous êtes de retour au pays. Comment vous aviez constaté d'une manière générale le pays que vous avez quitté il y a plus de 10 ans? Oui, je pense que je constate en revenant après 8 ans d'absence dans ce pays, je constate le changement par rapport à... D'abord, je trouve que dans les rues, il y a beaucoup de gens dans la rue actuellement. Et puis je constate aussi qu'il y a dans la rue des explications qui étaient données, c'est parce que c'est dû à la guerre. Mais je constate aussi l'émergence d'une économie qu'on pourrait appeler l'économie souterraine. Partout il y a des boutiques, partout vous avez des shops, partout il y a une activité commerciale dans des maisons autour de ça. Donc le dynamisme de cette population que je constate, que j'admire d'ailleurs beaucoup, parce que finalement je me dis, dans un pays comme celui-ci, ce n'est pas aussi facile de vivre lorsqu'on n'a pas une activité. Mais voilà que ces Congolais bravent l'absence de création d'emplois, bravent l'absence d'une organisation étatique qui aurait pu supplier, disons, créer autant d'emplois, qui aurait pu accompagner ce dynamisme pour finalement donner le souffle économique. Cette population brave cette absence, cette léthargie de stratégie socio-économique. Vous n'aviez pas apprécié pour faire autre chose qu'est-ce qu'ils font. Quand vous êtes venu, les avenues embellies, le boulevard et tout ça. Oui, vous n'avez pas apprécié ça aussi? Oui, c'est vrai, ça il faut le voir. Les avenues sont embellies. Bon, pour quelqu'un qui n'est pas dans mon domaine, vous savez que moi je suis ingénieur de génie civil aussi. Ça étonnerait des personnes qui ne sont pas dans ce domaine. Personnellement, quand je le vois, et comme je l'ai dit l'autre fois, qu'effectivement il y a des travaux qui se font, ça il faut le dire, des travaux qui se font, il y a des routes qui sont en train d'être construites, c'est tout à fait vrai, mais il y a un problème par rapport au marché public qui est là. Je constate par exemple... Nous allons parler, parce que vous aviez constaté, quand vous êtes venu, vous avez fait un constat, mais sur le plan économique, entre parenthèses, social aussi. La vie du Congolais, du temps où vous étiez encore ici, par rapport à aujourd'hui, est-ce que vous voyez que c'est une amélioration ou on a dégringolé plutôt jusqu'à peut-être ne pas être... Non, moi je fais plutôt un constat un peu amer, en sens que j'ai comme l'impression que c'est un peuple qui est délaissé, laissé pour compte, mais qui se débrouille très très bien d'abord, il faut dire. J'ai vu de jeunes gens dans la rue avec... L'informel. Dans l'informel. Donc c'est une économie souterraine ou une économie informelle, évidemment, qui doit partout dans... Je ne sais pas quelle proportion, pourcentage je me réserve à donner un pourcentage, mais j'ai comme l'impression que c'est partout. De lieux où moi je n'ai pas laissé de boutiques, de lieux où il n'y avait pas de marché, des endroits où il n'y avait pas de gens qui... Tout, il y a des expositions, des ventes, des biens et consorts. L'économie souterraine a ressurgi de manière telle que
Il suffit simplement de jeter un coup d'œil pour constater qu'il y a absence, franchement, des dispositions réglementaires, commerciales ou disons économiques dans ce pays. C'est un problème. Justement, qu'est-ce que votre parti apporterait si aujourd'hui, Tshisekedi, parce que vous soutenez Tshisekedi, il est élu. Alors, sur le plan économique, vous pensez changer les choses ou encore on va connaître le pire que c'est que nous vivons aujourd'hui? Ah mais non, mais enfin, sur le plan économique... Parce que là, jusque-là, on ne comprend pas votre plan. Quand on parle, peut-être que vous auriez dû me poser la question de savoir de quelle façon vous allez relancer cette économie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'économie souterraine, dont l'économie de la rue que nous avons aujourd'hui. De quelle façon nous allons canaliser les choses pour agir? Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui disent que parce que nous avions longtemps souffert avec la dictature, alors nous venons vraiment du profond, il fallait alors du temps avant d'arriver là, commençons d'abord par les routes parce que ça va faciliter les transactions, tout ça, c'est alors qu'on parlera finalement de la vraie économie. Mais en fait, il y a un problème, ça. On ne dit pas lorsqu'on dirige un État... Parce que le prétexte est toujours... Comme celui-ci, on dit commençons par les routes, commençons par ceci. On dit par exemple, nous sommes dans un contexte économique chaotique. Le pays aujourd'hui, je ne sais pas quel est le PIB de notre pays, je ne sais pas, je n'ose pas vous donner les chiffres. Je suis en train de rechercher d'ailleurs. On m'apprend que la croissance est de 0,10, est de 6%. 6% semble-t-il. Ça, je l'ai suivi, je lis dans un journal à conseil. Mais tout ça, mais comment on fait pour relancer l'économie? Il y a des méthodes actuellement, nos amis le font par exemple. On veut relancer l'économie par des grands travaux. Ça veut dire la relance économique par le budget. Comment le fait-on? Par les grands travaux. Il y a une organisation, ce qu'on appelle le marché public. Et dans le marché public, l'État se dit par exemple, je lance des grands travaux. En laissant des grands travaux, il donne les travaux à des grandes entreprises ou à des entreprises en général. Ça veut dire, je vous donne un cas. Vous avez le boulevard juste à côté de nous ici. Comment ça s'appelle encore? C'est le boulevard du 30 juin, je pense. Justement. Le boulevard du 30 juin. Prenons 1 kilomètre de route du boulevard du 30 juin. Mais dans une construction de route, la route a plusieurs parties. Il n'y a pas seulement que la plateforme, il y a également tous les accotements de la route. Ça veut dire que vous avez les caniveaux, vous avez à faire le système d'écoulement d'eau, vous avez le passage piéton, vous avez la signalisation, vous avez tout. Eh bien, le marché public doit pouvoir être respecté parce qu'il y a des principes de respect. Ça veut dire qu'il y a l'adjudication qui doit être faite. Une fois l'adjudication est faite, ça veut dire que les entreprises qui auront, disons, postulé pour gagner ce marché, évidemment, vont le gagner. Mais derrière ça, l'État organise le marché de manière, en investissant par exemple 1 euro, il puisse en gagner 3. Mais permettre à ce qu'il y ait autour ceux qui gagnent ce marché, on puisse permettre la circulation à la fois monétaire, on puisse permettre aussi faciliter la consommation. Parce que si l'État déverse $1 million aujourd'hui et qu'il y crée 5 000 postes d'emploi, et que si ces emplois sont bien rémunérés, pas faut-il que ce soit bien rémunéré, eh bien, les employés vont pouvoir aller acheter. Ça, c'est la relance. Maintenant, on relance la consommation. Une fois acheté, évidemment, l'État s'organise dans ce sens qu'au niveau de la consommation, il y a peut-être des petites taxes, ceci, cela. Je ne sais pas si on est au niveau des TVA et conso. Voilà, c'est dans ce circuit-là, de cette façon-là, que l'État relance son économie. Les États-Unis d'Amérique l'ont fait avec Obama. Vous savez que quand il est rentré, les dépenses militaires ont explosé avec l'ancien régime. Vous êtes Congolais, vous estimez pourquoi les choses ne marchent pas? On ne parvient pas à faire comme a fait Obama. Mais justement parce que nous ne respectons pas les règles. Vous n'allez pas vous limiter dans les théories comme ça? Simplement parce qu'on ne respecte pas les règles. Vous voyez par exemple le cas du boulevard actuellement qui est en construction. Mais moi je parie qu'il y a eu un marché public. Je parie qu'il doit y avoir des différentes sociétés. Je parie que dans ces sociétés, il doit y avoir des Congolais qui y travaillent. Et je parie également qu'il y a eu des accords entre l'État et les différents intervenants de ces travaux. Ça veut dire quoi en fait, ce que je suis en train de reprocher ici par rapport à ces travaux? Vous savez qu'1 kilomètre de route en Europe, en Belgique, là où je suis, vaut à peu près 800, disons 1 million d'euros. 1 kilomètre de route vaut 1 million d'euros. J'ai lu dans un journal ici local, 1 kilomètre de route fait par le Chinois, de route construite par les Chinois, vaut à peu près 700 ou 800 000 euros. Ça veut dire que quand je regarde l'Afrique, l'Occident, ça veut dire que le prix en fait, le prix de construction d'un kilomètre de route est presque indexé au niveau international. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? L'État, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, signe des accords avec les constructeurs, dans les entrepreneurs, pour que les travailleurs congolais qui travaillent dans ces sociétés-là soient payés, au moins, les ingénieurs congolais, soient payés à un prix non pas local, parce que c'est actuellement le cas, ils sont payés à un prix local,
Vous payez un ingénieur 600 000 francs, 600 dollars ou 700 dollars. Alors que l'ingénieur européen qui vient dans le même cadre de travaux, lui a 3 000, 4 000. Alors que les consommateurs de biens du Congo, aujourd'hui, de magasins, de nos boutiques, c'est le Congolais lui-même. C'est Congolais, cet ingénieur-là. Qui demain aurait pu avoir plus, investirait, et notre ami étranger va mettre son argent dans le compte et se retrouve en Europe. Le Congolais lui reste pauvre. C'est de cette façon que nos amis à l'étranger organisent, relancent l'économie. Lorsque l'ingénieur congolais, donc l'ouvrier congolais comme l'ingénieur auront tous gagné de l'argent partant des marchés publics, cet argent, ils vont l'investir. Voilà comment on crée l'emploi. Et en créant de l'emploi, l'État, derrière avec les taxes, ainsi de suite, c'est de cette façon que nos amis à l'étranger relancent l'emploi. Mais ici, oui, j'ai l'impression, et c'est peut-être ça la réalité, que les marchés publics sont distribués entre des amis. Simplement, peut-être beaucoup plus aujourd'hui, ils sont poussés pour des raisons électorales. Ils poussent aux travaux, et au point même de ne pas encore achever les cheveux et permettre à ce que les routes soient employées, et causant autant de morts qu'il y a dans la rue. Vous voyez des conséquences comme ça. Alors, l'emploi, parlons-en, parce que aujourd'hui, on parle des jeunes gens qui peut-être travaillent pour l'embellissement des routes, ainsi de suite, qu'ils sont employés, ils sont engagés, ainsi de suite. Alors que le problème se pose comme tel. L'emploi était choisi comme un chantier, vous aussi dans le cadre de votre parti, parce que j'aimerais que vous puissiez donner les expériences ou, n'est-ce pas, la vision de votre parti. Vous n'allez pas retomber dans le même piège, non, faire des chantages, pas du tout, des gens qui n'ont pas de contrat, et prétendre qu'ils sont employés. Non, pas du tout, mais c'est exactement ce qu'il y a. Ici, vous avez, d'abord, on ne préserve pas l'emploi. Le travailleur congolais n'est pas préservé lui-même, il n'y a aucune garantie pour lui. Dans ces chantiers, j'apprends qu'il y a beaucoup de blessés. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils font? Ont-ils des contrats? Et pourtant, ils sont en train de travailler en plein air. Les services d'inspection de travail sont là. Qu'ils puissent vous relever, vous donner des chiffres. Est-ce qu'ils sont en train de contrôler ces gens? Et je vais beaucoup plus loin. D'ailleurs, vous savez que la plupart de véhicules, de matériaux... Est-ce qu'en substance, c'est ça la... Et nos amis chinois pour qui l'État congolais, donc vous et moi, donc tous les Congolais payent. Vous savez que nous apprenons que même l'exportation de leur matériel, les matériels qui devaient payer la douane ne payent pas, parce qu'au nom du fait que Bazou c'est la Bissou Banzera. On dit bon, laissez passer parce que Bazou c'est la Bissou Banzera. Simplement, il faut aller vite parce que c'est les élections pour qu'on voit que les choses se passent. Non, les Congos sont en train de perdre énormément. Il faut de l'efficacité, c'est vrai, et il faut aussi de l'efficience. Efficace, donc, aller convenablement, travailler en fonction des normes, mais l'efficience, ça veut dire perdre moins, disons, faire mieux et perdre moins en fait. Dépenser moins en faisant mieux les travaux. C'est l'efficience dont on demande. Tout cela, il n'y a rien dans ce qu'on fait comme travail dans ce cadre-là. Alors, et puis, nos amis ne peuvent pas aujourd'hui quantifier le nombre d'emplois qu'ils ont créés, même s'ils vous le diront, d'ailleurs ils sont déjà précaires au départ, mais ils ne peuvent pas vous le dire. Ils ne peuvent pas, en faisant cela, vous dire, bon, voilà, nous avons créé autant d'emplois et que ces emplois pourront générer autant de ceci, cela. Rien du tout. Ils n'ont pas de chiffres là-dessus, rien du tout. Vous, quand vous serez au pouvoir demain, nous sommes au pouvoir, c'est d'ailleurs ce que j'ai toujours lancé. C'est l'appel que je lance aux Congolais. Ce n'est pas parce que l'enfer c'est l'autre. Ne faisons pas passer du temps inutilement. N'attendons pas seulement qu'on vous donne demain un t-shirt pour que vous alliez voter pour la personne qui va donner un t-shirt. N'attendons pas demain qu'on vous donne de l'argent pour que vous alliez voter pour la personne ou un habit. Si on vous donne, d'ailleurs je vais vous expliquer les choses comme ça se passe. On vous donne un t-shirt aujourd'hui, monsieur le journaliste. Dites à ce monsieur qu'on vous a donné une charge. Parce que si on vous donne une t-shirt, la plupart des t-shirts sont blancs. Vous ne pouvez pas circuler dans cette ambiance polluée ici, dans cette le lavage, ça va poser problème. Voilà, pollué. Vous êtes obligé de changer les t-shirts une fois. Il faut les laver. Mais il faut du savon pour laver. Or, de savon, il faut des moyens. On vous a donné un t-shirt. Est-ce qu'ils ont donné du savon? Ils ont donné de l'argent pour pouvoir le laver. Vous voyez, quand on vous donne un, ils vous ajoutent encore une dépense. Vous n'allez pas donner. Alors, vous croyez que... Lors de votre campagne, vous n'allez pas donner. Mais non, nous pensons que nous, si nous sommes au pouvoir, franchement, cette exhibition de richesse qui peut d'ailleurs peut-être être connue, on sait, chacun sait que ces gens la touchent, nous pensons que nous arriverons à réfléchir là-dessus par deux fois. Nous pensons que l'exhibition pourra être interdite pour nous. Mais on verra comment les choses vont être organisées. Mais puisqu'on est dans ce système, nous verrons comment l'éviter. Mais nous dirons aux gens, prenez ce qu'on vous donne parce que c'est votre argent. Mais votez utile. Votez utile, c'est ça qui importe pour les Congolais de demain. Votez utile. Voudriez-vous que nous puissions rester dans cette situation 5 ans encore de plus? Voulez-vous qu'on reste dans ce statu quo, on ne change rien, encore 5 ans de plus? Et alors, après 5 ans, on vous dira, on vous fera passer un autre samadière pour dire, bon voilà, c'est peut-être ça sera le fils, la femme ou un ami.
Que faire de plus pour perpétuer la situation? Donc nous pensons que le Congolais doit avoir aujourd'hui ce courage pour dire non, stop à cette aventure, stop à cet amateurisme politique. On ne peut pas gérer l'État avec l'amateurisme. On ne peut pas faire une gestion en hésitant, en allant sans calcul, sans prévision de choses, sans pouvoir donner des résultats. Parlons alors des élections, parce que là, vous aviez anticipé un peu. Vous savez que le pays, vous allez vous y engager totalement. Le pays va organiser les élections d'ici quelques temps. On a terminé avec la révision du fichier électoral. On a maintenant, c'est la pression, n'est-ce pas, de l'UDPS. Son président, vous le soutenez dans le cadre de votre dynamique. Tout à fait. Qui fait pression aujourd'hui à la CENI, qui met en cause beaucoup de travaux réalisés par la CENI en évoquant certaines irrégularités. Alors, demain c'est les élections. Comment vous envisagez également les élections en République démocratique du Congo? C'est vrai, je reviens en étant là-bas, mais en même temps, je confirme que vous serez aussi candidat, j'estime. Tout à fait. Alors, comment vous voyez les élections? Oui, d'abord mon parti, le MLP, le mouvement de l'Unité progressiste, va aux élections, va aborder les élections avec beaucoup de courage également de calcul politique dans ce sens-là. Nous faisons partie de partis qui ont accepté d'accompagner la démocratie partant du processus électoral. Ça, nous l'avons accepté. Et les candidats, Etienne, comme vous l'avez dit aussi, Tshisekedi, comme l'UDPS aussi, a déclaré, a fait ce qu'il y a. Mais tout à fait normal. Vous savez qu'on est parti des élections, c'est une première. Mais certaines langues commencent à dire que l'UDPS commence à chercher des prétextes pour ne pas participer aux élections. Non, ce ne sont pas des prétextes. Comment voulez-vous, mon cher ami, attends un peu entre nous, vous sortez de votre maison, je vous donne un exemple. Prenons la gestion familiale, simplement. Vous avez des enfants de la maison, vous dites, vous faites une programmation, vous voulez acheter de biens ou bien faire offrir des cadeaux à vos enfants, mais vous ne savez pas ce que vous achetez. Est-ce que vous pensez que c'est normal par rapport à ça? Ou bien je vais dire ceci, vous avez un État qui pendant un régime qui pendant 5 ans n'a pas pu organiser le recensement de sa population. Vous savez, je le dis et je le redis encore, mon cher ami, nous sommes avec vous sur le plateau de télévision, le régime en place ne sait pas combien de Congolais nous avons. Aujourd'hui, on fait des estimations. Ouais. On vous dit, c'est les appels près de ceci. On ne sait pas combien de Congolais. Le recensement coûte beaucoup d'argent. Vous savez que le recensement, connaître le nombre de Congolais est à la base de toute action qu'un État peut faire. L'investissement public dépend également du nombre d'habitants. Lorsqu'on veut faire l'adduction d'eau, on voudrait savoir quel est le nombre de population qui va consommer cette eau. Il faut absolument, pour qu'on fasse le dimensionnement soit des égouts, dimensionnement soit de quoi que ce soit de route, il faut connaître le nombre de population. La population est de quoi? Il n'y a pas de recensement. Ça, nous avons fait des reproches. Nos amis ont pensé que nous étions... On a dit, bon, on y va, parce que vous ne voulez pas de recensement. C'est déjà un premier pas. Mais là, nous sommes allés au niveau d'un renouement. L'enrôlement, tel que ça se passe, tel que l'UDPS l'a dit, mais c'est tout à fait vrai. Quand vous prenez les différentes publications, moi je pense que demain il y a une conférence qui va être faite dans ce sens-là aussi. Les organisations, les ONG vont pouvoir démontrer, pour preuve à l'appui, qu'il y a une fraude ou qu'il y a des manigances, que tout est fait dans le sens de fraude. On ne pouvait pas aussi imaginer préalablement qu'on ne peut pas avoir aussi de fraude. Qu'est-ce qui se passe? Des petites choses, mais vous les vendez comme si... Non, simplement parce que la CENI prétend que tout ce que la CENI fait est transparente. Mais nous la mettons au défi aujourd'hui en disant ceci, la CENI, puisque tout ce que la CENI est en train de faire est bon, c'est comme ça qu'elle écrit. Alors nous pensons qu'aujourd'hui, nous pouvons, parce que l'enrôlement est déjà clôturé, n'est-ce pas? Est-ce que la CENI peut-elle accepter que nous puissions, pour 3-4 régions, je prends par exemple la région de Kinshasa, le Katanga et puis le Nord Kivu. Est-ce que la CENI peut accepter aujourd'hui à ce que nous puissions essayer de faire ce qu'on appellerait le test de vérité, de vérification, voir si réellement le nombre je voulais dire que le nombre d'enrôlés, tel que ça a été donné, reflète réellement ce qu'ils disent. Nous voulons bien qu'on puisse faire un test. Vous savez que les Européens aujourd'hui font ce qu'on appelle le test de résistance à l'air banque. Il y a eu faillite la crise monétaire de 2007. Aujourd'hui, les Européens
pour pouvoir accréditer. Mais en même temps, accepte de faire ça. On vous reproche, lorsqu'il faut, n'est-ce pas, revendiquer, peut-être c'est que vous constatez que ce n'est pas normal, mais il faut des sit-ins, il faut des marches et tout ça. Est-ce que vous ne pouvez pas aller avec le mémo? Votre réponse la fois passée a été donnée par la CENI, vous n'aviez pas accepté, il n'y a pas autre possibilité, n'est-ce pas, de continuer l'échange que de passer par le sit-in. Parce que maintenant, nous avions suivi le point de presse du président national, du secrétaire général de l'UDPS, n'est-ce pas, dire qu'au cas où on ne prenait pas encore bien en compte les revendications de l'UDPS, on va encore organiser notre sit-in. Il n'y a pas moyen de faire passer la voix que par le sit-in et... Non, parce que vous faites souvent passer actuellement l'UDPS dans ce cadre-là, parce que vous l'avez attendu, c'est l'UDPS, mais c'est l'opposition tout entière qui revendique cela. Puisque les choses sont transparentes telles qu'ils prétendent. Mais alors, acceptez qu'il y ait des vérifications. C'est si simple que cela. Puisque vous dites que l'enrôlement sont bien déroulés, mais alors, le problème, alors, on vérifie. Simplement ça. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous, ce que nous aurions pu chercher, voulu faire, c'est de croiser les listes de recensement avec les listes d'enrôlement. Malheureusement, le recensement n'a pas eu lieu. C'est un handicap déjà pour ça. Alors nous disons, bon, puisque le recensement n'a pas eu lieu, nous avons revendiqué, vous n'avez pas voulu. Bon alors, prenons les listes d'enrôlement telles que vous les avez, ne serait-ce que pour 3 régions, ou même la ville de Kinshasa. Vérifions alors, passons par une vérification. Nous avons nos formules de calcul à nous, évidemment, et ils ont les leurs. Partant de ces deux, faisons coïncider notre vérification et la leur. En substance, vous recherchez quoi? Qu'on efface les noms qui se sont dédoublés, qu'on fasse quoi finalement? Parce que maintenant, là, le travail est à la fin. C'est une des revendications, parmi les revendications qui avaient été introduites, pour lesquelles vous dites qu'il y a eu des réponses non satisfaisantes pour nous. Hein, c'est ces revendications-là. Mais ce que nous demandons beaucoup plus maintenant aujourd'hui, c'est de voir, puisque toutes les réponses qui ont été données ne sont pas celles auxquelles nous nous attendions, nous disons ceci, mais alors non, c'est simple. Vous voulez que la CENI réfléchisse comme vous? Vraiment? Ah non, nous allons aux élections parce que nous avons accepté. Il y a CENI parce qu'il y a d'un côté le pouvoir en place, l'opposition politique. Disons, parce que nous avons accepté le processus électoral. C'est pour ça qu'il y a la CENI. La CENI n'est pas seulement pour le pouvoir en place, mais c'est ce qu'il faut pas confondre. Les institutions de la République ne sont pas des institutions faites pour un camp. La CENI, l'armée, la police, le service de sécurité et toute autre institution. La radio et la télévision aujourd'hui entrent le même pouvoir. Vous savez que nous avons du mal à passer à la RTNC, à la radio comme à la télévision. Vous me recevez aujourd'hui parce que je suis vous êtes dans le cadre, non pas de l'opposition, vous êtes dans les cadres, vous travaillez dans les cadres en faveur de la population parce que vous voulez que la démocratie avance dans ce stade, la démocratie aujourd'hui. Vous savez que de l'autre côté, vous pouvez demander, jusque-là, la frange qui est réservée à l'opposition, la tranche réservée à l'opposition n'est pas encore accordée. Et ça, nos revendications. Donc, nous disons à nos amis, les institutions de la République n'appartiennent pas à un groupe de gens. Nous avons vu ça avec l'ancien régime à l'époque. Ça n'a servi et ça n'a profité à personne. C'est une nation qui doit profiter à tout le monde. On s'organise, la démocratie est une bonne chose. Obama s'était crié le jour de sa prestation de serment pour vous dire, qu'en prenant le pouvoir, Obama était étonné, il dit c'est par la magie de la démocratie, que moi, Obama, aujourd'hui, j'accède à la magistrature suprême des États-Unis. Pour ne pas dire que moi, noir, aujourd'hui, j'accède à la magistrature des États-Unis. Vous voyez la magie de la démocratie. C'est ce que nous voulons pour nos amis aujourd'hui. Que demain, lorsqu'ils cesseront de ne pas représenter l'État, qu'ils soient aussi sécurisés. Faites des choses de manière à ce que la même démocratie vous préserve demain. C'est ce que nous cherchons demain. Voilà. Donc, ce que je pourrais dire à la CENI, il ne faut pas seulement voir les revendications de l'opposition. L'opposition revendique pour le bien de la démocratie, pour le bien de la nation, pour le bien du pays. Merci. Alors, parce que là, nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission. Monsieur Emmanuel, je vous ai reçu, nous avions échangé sur 3 aspects. On a parlé de l'emploi, nous avons parlé de l'économie, oui, et on a parlé finalement des élections. En substance, avez-vous autre mot à glisser que vous aviez pu manquer pendant que nous échangeons ici? Ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, dans le cadre de la lutte que nous menons, j'aimerais ici appeler à la vigilance, en fait. La vigilance, vous savez, il ne faut pas qu'on soit distrait pendant les élections. Ce moment est extrêmement important pour nous, nous l'avons attendu. Et en voici, nous allons très bientôt entrer dans l'ère des élections, en commençant par l'élection présidentielle.
j'aimerais à ce que le Congolais, le peuple qui m'écoute, qui m'attend aujourd'hui, nos amis se préparent parce que les élections sont une bonne chose pour nous. C'est une bonne chose pour nous. On vous donne le droit de pouvoir élire, de choisir qui vous voulez vous représenter demain. Qui voulez-vous être votre représentant demain? N'essayez pas, s'il vous plaît, je demande à nos amis, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, n'essayez pas d'échanger votre pouvoir simplement avec ou à cause, simplement parce qu'on vous a remis un t-shirt, parce qu'on vous a donné 1000 francs, parce qu'on vous a donné 2000 francs. Sachez que quand on vous donne 1000 francs, 2000 francs, on ajoute à votre malheur d'autres difficultés. Parce que si c'est un t-shirt, comme je l'ai dit, vous aurez besoin de le laver. Si c'est une chemise, vous aurez besoin de la laver. Mais pour la laver, il faut un moyen, il faut de l'argent, il faut du savon, donc il faut de l'argent. Mais ce n'est qu'un emploi, ce n'est que l'emploi qui préserve à tout cela. L'opposition politique prend le pouvoir demain pour créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, c'est l'espoir de la vie. Il n'y a que l'emploi qui libère, il n'y a que l'emploi qui rend l'homme libre. Alors, voilà. J'ai glissé un mot, j'avais dit que vous serez candidat, précisément où? Tout à fait, je serai candidat. Mon parti le MLP, donc le Mouvement Linguiste Progressiste, va se réunir en congrès très bientôt. Et c'est ce congrès qui va décider qui pose la candidature. Votre ambition, c'est... À quel niveau? Mais au niveau national, justement, pour défendre le Congo, les ambitions et tout notre programme politique que nous avons. C'est au niveau national. Toujours à côté de Franck Diongo. Tout à fait à côté de Franck Diongo. Franck Diongo, aujourd'hui, qui se bat, il est au Bas-Congo, à un moment où je vous parle, où il a séjourné pendant 4 jours. Et 4 jours, quoi, il a passé le temps de la conférence, des rencontres avec la population, expliquer un peu le bien fondé des élections, des enjeux électoraux, et pousser nos amis à aller voter. Vous serez seul devant votre conscience, si vous y allez, posez un geste noble pour sauver ce pays, sauver vous-même et pour l'avenir de cette génération. Merci beaucoup, M. Emmanuel Omadiela. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, le public, qui nous aviez fait confiance. Vous qui nous aviez suivis du début jusqu'à la fin de l'émission, vous avez suivi, n'est-ce pas, l'argument ou les analyses de votre invité. Alors, c'est les propos d'un opposant, ce n'est pas à nous de pouvoir apprécier. Il a parlé de l'économie, il a parlé de l'emploi, pourquoi pas des élections également. Vous avez suivi la pensée de la dynamique, vous avez suivi la vision également aussi de son parti. Alors, quant à nous, nous vous disons seulement merci. Merci de nous avoir fait confiance. Alors, nous vous disons au revoir. Le programme est fixé encore pour la semaine prochaine. On va se rencontrer. Bye.